S'il est un sujet qui doit réunir l'ensemble de cette Assemblée, c'est bien celui de la solidarité pour l'Ukraine. Avec 3,5 millions de réfugiés et 6,5 millions de déplacés, nous soutenons sans réserve l'aide et l'assistance que nous devons déployer en faveur des malheureux qui sont dans l'obligation de s'enfuir, laissant souvent sur place leurs conjoints, leurs frères, leurs pères, défendre par les armes leur pays. Les réfugiés ukrainiens ne rêvent qu'à une chose, revenir au plus tôt dans leur patrie, auprès de leur famille. Ils nous témoignent ici une infinie gratitude et reconnaissance pour l'aide que nous leur apportons. Je tiens à saluer la solidarité exemplaire des pays voisins de l'Ukraine, la Roumanie, la Moldavie, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne. Ces deux derniers pays accueillent plus de 2/3 des réfugiés sur leur sol. Je ferai seulement remarquer que l'Union européenne est bien injuste avec la Pologne et la Hongrie, puisqu'elle bloque le versement de fonds européens destinés à ces pays au motif d'un soi-disant irrespect de l'état de droit dans le cadre de réformes nationales que ces pays souverains ont décidées. Bloquer des fonds européens au moment où ces nations sont exemplaires, c'est totalement inadmissible. La France s'apprête donc à accueillir environ 100 000 réfugiés. Elle peut aussi s'honorer d'une telle manifestation de solidarité. Souvent spontanée, provenant de simples particuliers, en passant par l'ensemble des collectivités locales jusqu'à l'État, cet élan unanime est remarquable. Nous y souscrivons pleinement. La France a annoncé en fin de semaine dernière débloquer 300 millions d'euros pour l'Ukraine. Ceci en plus de son soutien en équipement militaire et en carburant. L'Union européenne prévoit 600 millions d'euros d'aide humanitaire, 1,2 milliard d'euros pour soutenir l'économie ukrainienne, 120 millions d'euros de soutien budgétaire supplémentaire et 500 millions d'euros au titre de la facilité pour la paix permettant d'aider militairement l'Ukraine. On peut légitimement sur ce point se demander si une aide militaire ne risque pas d'être considérée comme un acte de co-belligérance. Faire courir un tel risque à nos concitoyens, certainement pas à mon sens. L'Ukraine a, selon la Commission européenne, bénéficié depuis 2014 de 17 milliards d'euros d'aide et de prêts de la Banque européenne d'investissement, faisant de l'Union européenne le plus important donateur de fonds à l'Ukraine. Cependant, la Cour des comptes européenne, dans 2 rapports, l'un en 2016 et l'autre en septembre dernier, mettait en lumière la corruption et la captation d'État qui est courante en Ukraine. Si la protection des populations civiles qui souffrent du conflit est une priorité, encore faut-il que nous puissions être assurés du suivi des fonds ainsi alloués. Nous y veillerons naturellement. S'il n'appartient pas à un conseil régional de pratiquer la géopolitique, nous avons, en tant qu'élus, responsables politiques et représentants du peuple, notre mot à dire afin de participer à une solution pacifique de ce conflit. Et je dis bien pacifique, n'en déplaise à tous les va-t-en-guerre qui s'expriment ici comme ailleurs. Qui pouvait croire au début du XXe siècle que l'assassinat à Sarajevo, le 28 juin 1914, de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche et de son épouse, allait déclencher seulement 1 mois plus tard une guerre mondiale qui se soldera par près de 20 millions de morts et qui portera en elle les ferments d'une 2e guerre mondiale. Nous sommes déjà, à l'époque, situés près du chaudron des Balkans, avec une Ukraine qui n'existe pas, dont les parties centrales et orientales sont intégrées à l'Empire russe, et la partie occidentale intégrée à l'Empire d'Autriche, puis à l'Autriche-Hongrie et la Pologne. Aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, le conflit et toutes les tensions qu'il révèle, dont certaines sont ancestrales et d'autres plus récentes, portent aussi en lui tous les ingrédients d'un processus infernal qui peut conduire aux pires conséquences. Alors gardons-nous bien des jugements à l'emporte-pièce, des visions manichéennes, des déclarations bellicistes. Préservons-nous aussi de la haine anti-russe qui se distille un peu partout dans la société et qui touche des hommes, des femmes et même des enfants qui n'ont absolument rien à voir avec les décisions prises au Kremlin. L'exclusion des sportifs russes et bélarusses des Jeux paralympiques, la pétition visant à débaptiser le collège Solzhenitsyn en Vendée, ou bien encore les pressions ayant poussé à la démission du chef d'orchestre russe du Capitole de Toulouse, sont autant d'exemples de ce climat délétère qui n'a pour conséquence que d'envenimer le conflit. Si tu jettes des cailloux sur un ours, ne t'étonne pas qu'il te poursuive jusque dans ta propre maison. Ce vieux proverbe russe devrait inspirer les Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian, Bernard-Henri Lévy et consorts qui, de la guerre économique totale à la reprise par l'OTAN de l'espace aérien ukrainien, nous mèneraient tout droit à une nouvelle guerre, nucléaire cette fois.
Les sanctions et la diplomatie sont les seules armes à utiliser. Les sanctions couvrent un large spectre et sont très efficaces. Concernant la diplomatie, encore faut-il aider à un rapprochement des prétentions respectives. D'un côté, l'Ukraine semble renoncer à son adhésion à l'OTAN. C'est l'une des clés d'un nécessaire accord de paix. En effet, après la chute de l'Union soviétique, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord n'a fait que croître, alors que de nouveaux documents prouvent qu'il y avait un accord en sens contraire. L'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, Roland Dumas, l'a confirmé publiquement en 2018. Les forces du pacte de Varsovie ayant disparu, pourquoi l'OTAN s'est étendue? Il n'y avait a priori plus de risque à l'Est. Pourtant, avec les nombreux élargissements successifs, les nouveaux armements se sont aussi déployés avec des bases de lancement de missiles installées à quelques minutes de vol de Moscou. Le président russe a prévenu depuis longtemps que toute nouvelle extension constituerait une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Personne ne le rappelle, sauf certains comme Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin, qui déclarait le 25 février dernier, et je le cite, « Cette situation est absurde, le Poutine de 2022 est largement notre création ». Aujourd'hui, tout le monde oublie aussi que l'OTAN est intervenue militairement en bombardant la Serbie en 1999 sans aucun mandat de l'ONU et hors cadre de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, ce qui était une violation flagrante du droit international. Aucune belle âme n'est venue alors au secours des populations serbes ensevelies sous les décombres. Les Russes ont alors considéré que l'OTAN n'était pas un instrument au service de la paix. En 2008, au sommet de Bucarest, la Géorgie et l'Ukraine ont annoncé leurs futures adhésions à l'OTAN. 3 mois plus tard, la Russie intervenait militairement en Géorgie en enfreignant à son tour le droit international. En 2014, c'est la guerre entre Ukrainiens. Qui savait il y a encore quelques semaines que l'Ukraine bombardait ses nationaux dans les provinces séparatistes du Donbass? Qui savait que des régiments ukrainiens ultranationalistes sévissaient avec zèle contre ces populations au Donbass? Aujourd'hui, la Russie s'est considérablement rapprochée de la Chine. Par un accord récent du 4 février dernier, les deux puissances se disent opposées à tout élargissement de l'OTAN. Il est donc indispensable de s'engager au plus vite dans cette voie diplomatique de paix et de non-élargissement de l'OTAN. Les Ukrainiens et les Russes font partie d'un même peuple, d'une grande nation slave. Kiev est considérée comme la mère des villes russes dès le IXe siècle. L'ensemble de tous ces territoires sont très étroitement liés au monde chrétien orthodoxe. Ce monde slave est porteur d'une grande histoire, d'une grande culture. Il est proche de nous. Il faut arrêter de le dénigrer, de le blesser, si nous voulons trouver une solution pacifique. Et il faut être très prudent avec toute la propagande de part et d'autre qui est relayée sans retenue par des médias en quête d'audimat et de sensationnel. Même Ségolène Royal tweetait dimanche dernier « Vigilance sur les propagandes de tous côtés qui visent à horrifier pour empêcher un accord de paix et pour vendre des armes. » En novembre 2019, le président Macron estimait que l'OTAN était en état de mort cérébrale, une coquille vide. Une coquille vide ne peut pas nous faire courir de tels risques de guerre. Alors vite, un accord de paix et un soutien massif aux populations déplacées qui ne rêvent que de revenir dans leur pays, retrouver leur famille. Unanimement, nous devons tous œuvrer en ce sens. C'est une priorité nationale qui requiert des efforts et des engagements communs. C'est pour cela, Madame la Présidente, que le groupe du Rassemblement national votera en faveur de ce rapport. Je vous remercie.